Venons-en à notre conférence d'aujourd'hui. Alors, nous allons faire un tout petit peu évoluer le format pour cette fois et nous faisons un tout petit peu évoluer le profil des intervenants pour cette fois. Vous savez que, assez habituellement, on a plutôt tendance à inviter un académique, une académique, plutôt en fin de carrière, avec une notoriété internationale et qui a une âme de passeuse ou une âme de passeur. Cette année, nous avons invité quelqu'un qui a aussi une âme de passeur, mais qui est au contraire au début de sa carrière académique. Johan Tennesi, vous avez vu son nom sur le programme, qui est un jeune docteur en neurosciences, qui est biologiste de formation, qui a fait sa thèse, une thèse sur l'utilisation en fait d'interfaces cerveau-machine, pour faire court et un peu glauque, dans le cas de la maladie de Parkinson, mais ce sont des techniques très invasives et donc c'est d'autres choses dont il va nous parler ce soir. Il y a une notoriété internationale parce que plusieurs d'entre vous le savent, j'imagine. Il a gagné la finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes. Donc c'est un concours qui, en fait, permet à des chercheurs et à des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses de présenter leurs travaux. Et il y a une sélection, d'abord au niveau d'une université, puis au niveau du pays, et puis au niveau de tous les pays qui sont impliqués dans ce concours. Et donc, Johan a franchi toutes les étapes de l'Université de Lausanne, de la Suisse, et enfin, il a gagné la finale internationale. Donc, vous voyez qu'il a aussi une grande notoriété, mais ça souligne aussi son goût et ses compétences pour la transmission de savoir un peu spécifique, un peu pointu, puisque l'objectif notamment de ce concours, c'est de favoriser le dialogue avec les citoyens et les citoyennes. Donc, malgré tout, même s'il est jeune, il a beaucoup en commun avec le profil habituel que nous connaissons. Alors, le sujet qu'il va aborder ce soir, pirater le cerveau, est en fait un sujet assez d'actualité. Il y a de plus en plus de travaux qui sortent et qui sont publiés là-dessus. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont vu cet article dans Le Temps du 6 septembre, c'est juste ? Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas si vieux, qui mettait en évidence des recherches montrant l'efficacité de la stimulation cérébrale pour des personnes âgées. Vous voyez, après 4 séances, ça c'est quand même assez intéressant. Et donc, vous voyez, c'est un sujet tout à fait intéressant sur lequel il va nous entretenir. Mais en même temps, il y a toutes ces promesses de la technologie, toutes ces promesses pour développer des compétences, pour pallier certaines difficultés liées à la pathologie, mais est-ce que, parce que quelque chose est possible, nous devrions à tout prix nous en saisir ? Si oui, à quelles conditions ? Donc, il y a toute une réflexion à avoir autour de ces éléments, et c'est pour ça que nous avons aussi invité Nadia Egert, Dr Nadia Egert, qui est MER, qui est directrice du Centre interdisciplinaire d'éthique à l'Université de Lausanne, qui juste fini d'être vice-doyenne de la faculté de théologie des sciences de religion, dont le champ de recherche sont l'éthique appliquée, l'éthique du soin, et elle travaille même sur un projet que je trouve assez intéressant, c'est l'utilisation des robots dans les EMS. Et donc c'est de la technologie, mais ça pose évidemment des questions d'éthique. Et elle nous aidera à approfondir, prolonger la réflexion sur ces questions, sur cette dimension éthique. C'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Si oui, dans quelles conditions? Je crois que j'ai oublié de dire que Johan avait fait son doctorat ici à Lausanne, puisqu'il a fait sa thèse au Centre de neurosciences cliniques du CHUV et avec le professeur Courtine de l'EPFL et Bloch du CHUV. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un de la région. Voilà. Je lui laisse aussitôt la parole pour nous présenter son intervention. « 2022, c'est aussi ce sur quoi va porter la conférence. Toutes les technologies dont je vais vous parler aujourd'hui sont des technologies qui sont dans les laboratoires aujourd'hui, voire dans les foyers, voire en libre accès sur Internet. Ceci dit, quelques petits avertissements avant de commencer. Je ne suis pas médecin, je suis scientifique. Ce que je vais vous présenter là, ce sont des recherches scientifiques qui n'ont pas été menées par moi, mais par d'autres laboratoires.
Ce ne sont pas des recommandations médicales. Nous allons parler du cerveau, de votre cerveau. Votre cerveau, c'est un organe fascinant, c'est un organe électrique qui fonctionne avec des petites impulsions électriques. Et il y a deux manières de pirater ces impulsions électriques. On peut les enregistrer et se servir de l'information qu'on enregistre, ou bien on peut le stimuler. Et ce sont les deux parties de la conférence. On va voir comment enregistrer le cerveau, et pourquoi, et comment le stimuler, et pourquoi. Commençons par un enregistrement. Je vous présente Nadia. Nadia a 12 ans et demi. Elle pose beaucoup de difficultés à ses parents parce qu'elle a des troubles de l'attention. Elle est hyperactive, elle bouge dans tous les sens, elle n'arrive pas à se concentrer en classe, elle a de mauvais résultats scolaires, bref, c'est un calvaire. Mais on va tenter de faire quelque chose pour Nadia. Qu'est-ce qu'il se passe dans son cerveau? Pourquoi est-ce qu'elle est hyperactive? Eh bien, pour le savoir, on va placer des petites électrodes sur le crâne de Nadia. On va en placer une ici, dans la zone qui contrôle les impulsions, et qui va enregistrer l'activité électrique des neurones qui se trouvent en dessous. Et une seconde au niveau de son oreille, son lobe d'oreille, qui, normalement, devrait avoir une activité électrique à peu près neutre. Et on va enregistrer ce qu'il se passe. Ça s'appelle un électroencéphalogramme. Et voici à peu près ce qu'on voit. Pour l'instant, c'est assez obscur. Qu'est-ce que c'est que ce signal? Ce qu'on enregistre, en réalité, c'est l'activité des neurones qui se trouvent sous le crâne, à l'endroit où on a placé l'électrode. On a mis un petit gel conducteur et on va enregistrer l'électricité des neurones. Et un neurone, ça ressemble à peu près à ça. Ici, on en a 3. C'est une petite membrane. À l'extérieur, on a de l'eau salée. À l'intérieur, on a de l'eau salée. Et quand un neurone est désactivé, il y a des charges moins à l'intérieur du neurone, ici en bleu, et des charges plus à l'extérieur du neurone. Mais quand un neurone s'active, c'est l'inverse. Les charges moins sortent, les charges plus rentrent. Les charges moins sont à l'extérieur, les charges plus sont à l'intérieur. Alors nous, qu'est-ce qu'on capte avec l'électrode? On capte les charges qui sont à l'extérieur du neurone. Donc, quand le neurone est désactivé, on capte des charges plus. Quand le neurone est activé, on capte des charges moins. Et en fait, ce qu'on observe sur l'électroencéphalogramme, ce sont des changements au cours du temps des charges plus et moins à l'extérieur des neurones. Quand on descend, ça veut dire que des neurones s'activent. Quand on monte, ça veut dire que des neurones se désactivent. Et en réalité, il y a différentes populations de neurones qui s'activent et se désactivent à différents rythmes. Ici, le signal qu'on voit en haut, c'est en fait une population de neurones qui s'active lentement, comme sur l'onde verte, et une autre population de neurones qui s'active plus rapidement, en bleu. Et ça, c'est ce qu'on appelle des ondes cérébrales. Et je vais vous présenter ma petite collection d'ondes cérébrales préférées. Alors, on a des ondes très lentes, qui sont les ondes θ, ici en vert. On a des ondes un peu plus rapides, qu'on appelle les alpha, ici en rouge, et des ondes encore plus rapides qu'on appelle le rythme sensorimoteur, ici en bleu. Et en fait, chez Nadia, les deux premières, la verte et la rouge, ont une très grande amplitude. Elles sont trop hautes, trop puissantes. Tandis que l'onde bleue a une très faible amplitude, comparée au commun des mortels. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de l'aider à corriger son activité cérébrale. Comment? En informant Nadia sur son activité cérébrale. Voici l'activité cérébrale de Nadia, et on va lui demander d'essayer d'augmenter ses ondes bleues et de diminuer l'amplitude de ses ondes vertes. Elle a un écran face à elle qui l'informe de ça, et elle y arrive en se concentrant. Et lorsqu'elle réussit à se concentrer, on la récompense. Ça s'appelle le neurofeedback. On enregistre une activité électrique et on informe la personne pour qu'elle puisse entraîner son cerveau à aller vers une activité électrique souhaitée. Cette interface, elle n'est pas très jolie, mais on peut développer des jeux vidéo pour les enfants qui sont contrôlés par ces activités électriques. Ici, par exemple, un jeu de Pac-Man. Lorsque Nadia est concentrée, on enregistre les ondes électriques de la concentration et ça fait avancer le petit bonhomme dans le labyrinthe. Lorsqu'elle se déconcentre, au contraire, le petit bonhomme ralentit.
Et grâce à cet entraînement, Nadia réussit à calmer son hyperactivité, à réduire les médicaments qu'elle prenait pour son hyperactivité et à être plus attentive en classe, pour le plus grand bonheur de ses parents. Cette technologie a suscité de l'intérêt dans d'autres domaines, notamment pour l'armée américaine. 813 milliards de dollars de budget annuel pour l'armée américaine. C'est plus que le PIB annuel de ce petit pays du tiers-monde qu'on appelle la Suisse. Et l'armée américaine n'est pas la seule à s'intéresser au neurofeedback. On a aussi la Chine et l'Iran, par exemple. Nadia a 33 ans. C'est une jeune recrue d'une école de police chinoise. Et ce qu'on veut faire, c'est augmenter sa capacité au tir, accélérer son entraînement. On va enregistrer dans le cerveau de personnes novices au tir une activité cérébrale d'ondes bleues très faible. Quand on prend des personnes qui sont expertes au tir, on enregistre une activité des ondes bleues très forte. Il semble donc qu'il y ait une corrélation entre l'amplitude de ces ondes bleues et la capacité au tir. Et donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Du neurofeedback pour entraîner Nadia à activer plus ces ondes bleues. Comment? Eh bien, on va montrer une cible sur un écran face à Nadia, et plus elle sera concentrée, plus ces ondes bleues seront d'une grande amplitude, plus la cible apparaissant à l'écran sera nette. Et quand la cible est nette, Nadia sait qu'elle est dans un état optimal pour tirer. Et grâce à cette technologie, les tireurs de cette école de police chinoise apprennent plus rapidement et obtiennent des meilleures performances que ceux qui ne sont pas entraînés avec cette technologie. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, on s'y intéresse pour d'autres usages. Au nom de Sa Majesté, Feu la Reine Elisabeth, l'Imperial College of London s'intéresse au neurofeedback pour augmenter les compétences de ses danseurs de ballet. Comment? Eh bien, de la même manière, en demandant aux danseurs assis sur des chaises de s'entraîner à avoir une activité cérébrale optimale pour la danse et la concentration. Et comment est-ce qu'on les informe de ça? Eh bien, en mettant un petit casque sur leurs oreilles. Et quand les élèves de danse sont déconcentrés dans un état qu'on ne juge pas optimal, un état cérébral qu'on ne juge pas optimal, ils entendent des bruits de vagues turbulentes. En revanche, lorsqu'ils se concentrent, les vagues se transforment en le doux clapotis d'un ruisseau. Et grâce à ces technologies, l'idée, c'est de permettre aux danseurs d'atteindre plus facilement cet état cérébral et d'augmenter leur capacité de danse. Ces technologies ont aussi été utilisées par la Russie pour augmenter les capacités de leurs athlètes, par exemple. En Chine, on y voit une autre application, en milieu scolaire. Dans une école chinoise, les élèves ont été équipés avec des senseurs électroencéphalogrammes sur le crâne comme ceci, pour capter leur attention au cours des cours. Imaginez, là, vous êtes à peu près 400 personnes, que chacun d'entre vous a ce petit appareil sur le crâne, et que je peux voir, moi, en direct, grâce à la petite lumière qui est au-dessus, lesquels d'entre vous sont concentrés et lesquels d'entre vous dorment. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans cette école en Chine. Alors, ça pose une question, c'est qui a accès à ces données? En l'occurrence, déjà, la maîtresse, qui voit qui est concentré ou pas concentré, à supposer que ces appareils fonctionnent, ce qui n'est pas tout à fait sûr dans le cas présent. Qui a accès à ces données? La maîtresse voit qui est concentré ou déconcentré. Elle reçoit sur sa tablette un rapport pour chaque élève au cours de la journée, de son activité, de son état de concentration. Aussi, la maîtresse voit pour chacun de ses cours à quel moment les élèves étaient concentrés ou déconcentrés. Et puis les parents reçoivent le soir sur leur téléphone portable l'activité cérébrale de leur enfant et sa concentration ou déconcentration pendant les cours pour le corriger si nécessaire. Vous vous dites, c'est en Chine, c'est loin, mais sachez que sur Internet, pour quelques centaines de dollars, n'importe lequel d'entre nous peut acheter un de ces appareils.
Et les promesses sont grandes. Booster votre concentration. Ou bien même, on arrive à capter des ondes cérébrales qui sont liées à l'état de relaxation. Et donc, on peut faire du neurofeedback pour la relaxation. Et donc, des promesses sont méditez et dormez mieux grâce au neurofeedback pour 270 €. Cette technologie, le neurofeedback, et ses différentes utilisations posent quelques questions. Et nous avons aujourd'hui avec nous un reporter spécial, Jacques Lanares, qui va interroger une portion représentative de la population suisse, vous, à propos de vos premières impressions sur cette technologie, le neurofeedback. Jacques, en direct de la salle Penderecki. Merci. Peut-être avant de prendre quelques réactions, est-ce qu'il y aurait des questions pour clarifier cette première partie de présentation? N'hésitez pas à lever la main si vous avez l'une ou l'autre question pour mieux percevoir ce qui se passe. Est-ce que ça a été testé sur les animaux? Je ne sais pas si ça a été testé sur les animaux. Ce sont des technologies qu'on a... Ici, on parle de technologies qui sont non invasives. Il n'y a pas besoin de faire de chirurgie, donc on peut tester directement chez les humains. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelques réactions à chaud. Monsieur qui êtes devant moi, est-ce que si vos petits-enfants avaient des troubles de l'attention, vous les pousseriez à suivre ces techniques? J'essaierai avec ça, mais avec autre chose aussi. D'autres avis là-dessus? Qui est d'accord de donner son avis là-dessus? Monsieur le Président. Ah oui, c'est difficile. Moi, je suis passionné par ces nouvelles technologies. Et comme toujours, ça mérite des garde-fous. Mais en tout cas, c'est fantastique de voir, au fond, qu'est-ce que la technologie permet de mieux comprendre, décrypter ce qui se passe dans notre cerveau. Et quand c'est pour le bien, tant mieux. Merci. Je vais tourner vers vous, monsieur. Ça vous titille ou ça vous inquiète? Ça me titille. Merci. Et vous, madame, ça vous titille ou ça vous inquiète? Ça me chatouille, mais méchamment, méchamment. Merci, madame. Est-ce que c'est une technique qui risque d'être durable? C'est-à-dire que c'est quand vous faites l'exercice, ça marche, et dès que vous ne faites plus l'exercice, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette technique, le neurofeedback, vous faites l'exercice, les protocoles actuels, c'est des sessions d'entraînement qui durent une demi-heure, 1 heure, 2 fois, voire 5 fois par semaine, et ça a des résultats sur le long terme, sur des semaines après l'entraînement. Ouais. Et en fait, ce qu'on observe, c'est non seulement qu'il y a un comportement dans le cadre des troubles de l'attention qui s'améliore, des symptômes qui se réduisent, mais aussi une activité cérébrale qui devient plus normale. D'accord, donc les chemins cérébraux changent au fur et à mesure qu'on utilise cette méthode. On pourrait le dire comme ça. Oui. On arrive, en tout cas, les personnes entraînées arrivent plus facilement à se mettre dans un état cérébral normal. Pardon, si vous permettez, vous avez posé la question tout à l'heure, M. Lanares, un petit peu pour ou contre, ce qui est évidemment un peu réducteur. Je crois que ce qui est essentiel dans ce genre d'approche, c'est de placer ces techniques vraiment dans leur contexte. Parce que une maladie comme l'hyperactivité et trouble de la concentration, c'est une maladie très complexe. Et donc le traitement, l'approche doit vraiment être globale et se situer aussi par rapport aux relations en classe, par rapport à la conjoncture familiale et d'autres éléments qui jouent un rôle tout aussi important. Donc c'est sûr que c'est un genre de technique qui peut apporter beaucoup, et qui apporte en particulier, ce qui est intéressant, des points de repère objectifs. Mais ça doit de loin pas être le seul élément qui doit diriger l'ensemble de l'approche. Alors je plaide coupable, c'était réducteur. Mais c'est ma pente. Ceci étant, pour vous rassurer, nous aurons le temps justement de débattre entre nous des tenants et des aboutissants et des conditions, etc., un peu plus tard dans l'après-midi. Merci. Merci Jacques Lanares, en direct de la salle Penderecki. On vient de discuter d'une technologie qui est basée sur l'enregistrement de l'activité cérébrale, qui s'appelle le neurofeedback. J'aimerais vous parler maintenant d'une technologie qui se base sur la stimulation électrique du cerveau. Et pour ça, on va commencer par un petit test. Je vais vous demander de me répondre à haute voix, à travers la salle, à quelques questions.
La première, en quelle année sommes-nous? En quel mois sommes-nous? Quel est le numéro du jour d'aujourd'hui? Très bien. Dans quelle ville sommes-nous? Très bien. Maintenant, je vais vous dire 3 mots. Retenez-les bien, je vous les redemanderai tout à l'heure. Cigare, fleur, porte. Vous pouvez me les répéter? Cigare, fleur, porte. À présent, éplez le mot monde à l'envers. C'est facile? Eh bien, on passe à la suite. On comptez à partir de 100 en soustrayant de 7 en 7. Merci beaucoup. Merci. Quels sont les 3 mots que je vous ai demandés tout à l'heure? Excellent. Nadia a eu un petit peu plus de difficultés que vous. Parce que Nadia est affectée par la maladie d'Alzheimer. Alors, rassurez-vous, si vous aussi vous avez eu de la difficulté, c'est un morceau d'un test beaucoup plus grand qu'il doit faire dans des conditions standardisées, ça ne veut rien dire du tout. Ce qu'il se passe dans le cerveau de Nadia, lorsqu'on la passe dans un scanner, en imagerie par résonance magnétique, c'est qu'on voit que 2 zones symétriques dans le cerveau qui gèrent l'apprentissage et la mémoire sont sous-activées. Elles reçoivent moins de sang, ce qui veut dire que les neurones s'activent moins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, on va placer des électrodes sur les zones, au-dessus des zones du cerveau de Nadia qui s'activent moins. Et on va essayer de les booster en envoyant des charges négatives. Pour fermer le circuit, on va placer sur son épaule, à un endroit qui ne nous intéresse pas, l'électrode qui enverra des charges positives. Nadia est stimulée à raison de 20 minutes par jour, avec de très faibles courants continus, comme une pile électrique, tous les jours pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, elle arrive mieux à répondre à ces questions. Elle a amélioré plus ses compétences cognitives que des personnes qui n'auraient pas subi le même traitement. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on applique cette technologie? Cette technologie s'appelle la stimulation transcrânienne à courant continu. Et pour comprendre comment ça fonctionne, il faut qu'on plonge dans le cerveau. On s'intéresse à une zone de la surface du cerveau, le cortex, qui contient des neurones, qui ont à peu près cette forme. Ces neurones, souvenez-vous, c'est une membrane à l'extérieur de l'eau salée, à l'intérieur de l'eau salée. Et lorsque ces neurones sont au repos, il y a des charges moins à l'intérieur. Pour qu'un neurone s'active, il faut qu'il y ait plus de charges moins à l'extérieur du neurone qu'à l'intérieur. Retenez bien cette information. Il faut qu'il y ait plus de charges moins à l'extérieur qu'à l'intérieur pour que le neurone s'active. Mais comment est-ce qu'un neurone peut s'activer? Comment est-ce que des charges peuvent sortir? Eh bien, en fait, quand un autre neurone s'active, il libère une petite molécule qu'on appelle un neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur vient se loger sur une porte de la membrane et ouvrir cette petite porte. Et ce sont des portes qui laissent passer des charges négatives, qui laissent sortir. Mettons maintenant qu'on ait un deuxième neurone qui s'active en amont de celui-ci, qui libère lui-même son neurotransmetteur, qui ouvre la porte. Une deuxième charge moins peut sortir. À présent, il y a 2 charges moins à l'extérieur, une charge moins à l'intérieur, et on a plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc le neurone s'active. Exact. Et maintenant, on va prendre la même zone du cerveau, mais on va y envoyer des charges négatives, avec la stimulation transcrânienne. Alors, on connecte avec une petite éponge imbibée d'eau salée cette région du crâne à une pile, et on envoie des électrons, des charges négatives. La plupart des électrons passent dans la peau. Bon, ils ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à provoquer des petites brûlures, voire des irritations, des picotements. Mais certains de ces électrons arrivent jusqu'à la zone du cerveau qui nous intéresse. Et là, ils se retrouvent à l'extérieur du neurone. Maintenant, donc, dans la situation de base, on a 2 électrons, 2 charges négatives à l'extérieur du neurone, 3 à l'intérieur. Pour que le neurone s'active,
Il suffit qu'il y ait une charge qui sorte, et non plus deux. Il suffit donc qu'il y ait ce neurone en bas qui s'active, qui libère son neurotransmetteur, qui ouvre la petite porte, qui laisse passer une charge pour que le neurone s'active. Ce qu'on a fait avec la stimulation transcrânienne, c'est qu'on a facilité l'activation d'une zone du cerveau. On ne l'a pas activée, on a facilité son activation. Mais plus l'activation d'une zone ou de neurones est facilitée, plus ces neurones vont s'activer. Et plus ces neurones s'activent, plus ils vont renforcer leur lien avec les neurones qui se trouvent autour. Et plus cette zone du cerveau sera renforcée et efficace. C'est la principale hypothèse du mécanisme de la stimulation transcrânienne à courant continu. Et grâce à cette stimulation, à raison d'un entraînement par jour, 20 minutes par jour, Nadia, au bout de 2 semaines, a réussi à dire cigare, fleur, Alors, cette technologie, donc ça c'est une étude qui a été faite sur la maladie d'Alzheimer, mais est-ce que ça peut être utilisé uniquement pour améliorer les capacités de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, ou est-ce que ce serait possible sur des personnes en pleine santé? Je vais vous livrer maintenant à un test qui a été réalisé chez des étudiants, qui consiste à comparer des symboles, des chiffres imaginaires. Petit exemple. Ici, on a 2 chiffres imaginaires, ils ont une valeur que vous ne connaissez pas, ce n'est pas dans notre langage. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'à chaque fois, le chiffre de gauche a une valeur plus élevée que le chiffre de droite. Ils sont classés par ordre décroissant. Je vais vous montrer 4 de ces chiffres en plusieurs séries, comparaison 2 à 2, et vous demander de les classer ensuite. Alors, retenez bien ces 2 chiffres, celui de gauche est plus élevé que celui de droite. 2 autres chiffres. Celui de gauche, plus élevé que celui de droite. 2 autres chiffres. Celui de gauche est plus élevé que celui de droite. 3 séries de chiffres. L'une des 3 et une seulement est classée par ordre décroissant. Laquelle? Qui pense qu'il s'agit de la première? Vous pouvez lever la main. Qui pense qu'il s'agit de la deuxième? Qui pense qu'il s'agit de la troisième? Belle performance cognitive dans la salle, c'est effectivement la troisième. C'est plus ou moins cette tâche qu'on a demandé à faire à 2 groupes d'étudiants. Chez les étudiants, comme chez vous, comme Homo sapiens normalement constitué, il y a une zone qui est active quand vous manipulez des chiffres, qui se situe de ce côté du cerveau. Eh bien, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est que dans un des 2 groupes d'étudiants, ils ont essayé de booster cette zone en y envoyant des charges négatives par stimulation transcrânienne. Ils ont entraîné les 2 groupes d'étudiants à réaliser cette tâche, à se souvenir des chiffres imaginaires, et devinez quel groupe a mieux réussi que l'autre après quelques semaines? Le groupe stimulé. Et le groupe stimulé se souvenait, pour répondre à votre question tout à l'heure, encore mieux après 6 mois, encore après 6 mois mieux de ces chiffres que l'autre groupe. Donc ça a des effets sur le long terme, l'apprentissage qu'on fait avec cette technologie. Ça peut être considéré comme une sorte de dopage cognitif en réalité. Et ça pose la question de dans quel contexte est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on pourrait se permettre d'utiliser cette technologie à l'université quand des étudiants révisent pour un examen, pour mieux apprendre? Est-ce qu'on pourrait se permettre d'utiliser cette technologie en entreprise pour rendre les employés plus productifs? Et bien évidemment, il y a un autre acteur que ça intéresse. L'armée américaine, dans son programme d'études des neurotechnologies pour augmenter les capacités des soldats, a pris des soldats et puis les a entraînés à repérer sur un jeu vidéo des dangers. Et les soldats qui étaient stimulés par stimulation transcrânienne apprenaient mieux à repérer les dangers, étaient plus vigilants, plus efficaces pour les repérer que les soldats qui n'étaient pas stimulés de cette manière-là. Et ces appareils, des entrepreneurs en ont développé et les ont mis en libre circulation sur
Internet, sur Amazon. Vous pouvez acheter aujourd'hui des appareils de stimulation transcrânienne à courant continu qui vous promettent de booster votre productivité, qui sont, je cite, à destination des joueurs de jeux vidéo, à destination des professionnels occupés, à destination des musiciens, à destination des athlètes, à destination de vous et moi. Ces deux technologies, la stimulation transcrânienne et le neurofeedback, soulèvent un certain nombre de questions quant à leur utilisation. Par qui? Pourquoi? On est en 2022 et ces technologies ont d'abord été recherchées en laboratoire pour usage médical. Mais tout un tas d'autres utilisations ont fleuri. Dans le cadre de dopage pour des athlètes, des sportifs, dans le cadre d'une utilisation pour augmenter des capacités de soldats, pour augmenter des résultats scolaires, et pour un usage récréatif. Dixit Amazon. Maintenant, si on en parlait ensemble. Et pour ceci, nous recevons aujourd'hui le porte-parole de la Confédération. Oui, merci. Qui va nous... Attends. Pardon. Avant qu'on entre dans cette petite phase de débat, j'aimerais juste m'assurer qu'il n'y aurait pas des questions de clarification ou de précision que vous aimeriez poser. Oui, un grand merci. J'aimerais savoir s'il y a eu des tests et des études randomisées par rapport à d'autres techniques, notamment des questions d'isolation sensorielle, méditation et autres, versus la stimulation en continu. Donc pour la deuxième technologie, la stimulation transcrânienne à courant continu, dans le domaine, c'est une grosse question de comment bien contrôler les études. Il y a des études qui sont faites proprement, des études qui sont faites moins proprement. Pour être sûr qu'une étude fonctionne, il faut non seulement avoir un groupe de patients ou de sujets qui suivent le protocole, mais un autre groupe de sujets à qui on fait croire qu'ils suivent le protocole, pour que l'effet placebo soit là. Et donc, certaines de ces études ne suivent même pas cette première étape. D'autres, en revanche, qui sont des essais contrôlés, réussissent à démontrer un effet de la stimulation transcrânienne. Il y a une deuxième phase, comme vous le soulevez, qui est de dire est-ce que ce traitement par stimulation transcrânienne est plus efficace, moins efficace que les traitements habituels? Et ça, on est encore dans le domaine, les standards, il y a assez peu d'études qui font ce test proprement. Ce qui est fait en revanche, pour montrer l'efficacité de cette technologie, c'est que pour booster une zone du cerveau, on envoie des charges moins. Si on fait l'inverse, si on envoie des charges plus, ça réduit l'efficacité de la zone en question. C'est une manière de prouver l'efficacité de la technologie. Mais ça ne répond pas à votre question qui est est-ce que c'est plus efficace ou moins efficace que les traitements actuels? Ce qui est montré par une étude dans le cadre des déficits de l'attention, c'est que ça permet de réduire les médicaments que d'avoir ce traitement. Et donc, ça peut être complémentaire des approches actuelles. D'autres questions? Utiliser cette technique pour diminuer la violence. Si en diminution. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études sur le sujet. Aujourd'hui, je vous ai présenté uniquement des techniques qui sont non invasives, qui ne nécessitent pas de chirurgie, parce que ce sont celles qui, je pense, pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un débat éthique le plus urgemment, le plus vite. Il y a d'autres techniques qui sont des stimulations invasives, notamment des stimulations cérébrales profondes invasives, où là, on va mettre des câbles électriques profondément dans le cerveau, et dans des cas de maladies comme l'agressivité pathologique, on connaît des zones qui, si on les stimule, si on les inhibe, on peut réduire ces symptômes d'agressivité pathologique pour rendre les gens plus calmes. Ouais. Je crois là-haut. Pas sûr d'avoir bien compris. La stimulation transcrânienne, elle se fait de manière focale ou bien est-ce qu'elle est disséminée pour l'entier de l'encéphale? Et si c'est focal, au fond, quand on achète de tels gadgets, ça veut dire qu'il faut bien le diriger. Hein? Oui. Donc la question, c'est en fait quelle est la précision de ces implants. On cherche à activer une zone, assez précisément, du cerveau, et on se trouve à l'extérieur de la peau. Il y a un premier isolant qui est la peau, un deuxième isolant qui est le crâne,
qui va disséminer les électrons un petit peu dans tous les sens. Et ensuite, on a les neurones du cortex. Et donc, en fait, on manque de précision. On n'active pas très précisément une sous-zone avec cette technologie. Il est nécessaire de placer les électrodes avec les bonnes charges au bon endroit pour avoir les effets désirés. Et c'est une des grandes questions qui est soulevée par l'utilisation par monsieur et madame tout le monde de cette technologie, qui est comment est-ce qu'on place les électrodes. Quelqu'un qui n'est pas neuroscientifique va mettre ça sur son cerveau. On a tous une taille de crâne différente, un cerveau qui est à peu près aux mêmes endroits, mais avec des variations à titre individuel également. On manque de précision et dans un usage commercial, ça peut être encore plus limité comme efficacité, effectivement. Écoutez, j'ai juste une petite question, parce qu'en fait, moi, c'est un peu l'inverse. Me concernant, j'ai trop de mémoire, mon cerveau fonctionne beaucoup trop vite, et en fait, j'ai 60 ans, et ça fait bientôt, vous savez, je pense, 55 ans que je fais de l'autothérapie pour calmer tout ça, parce qu'il n'y a pas moyen de... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est inversement proportionnel, en fait. Si vous voulez, c'est suractivité intellectuelle, et puis ça fonctionne tout le temps. C'est l'opposé d'Alzheimer, si vous voulez. Et donc, ouais, je fonctionne sur du 420 volts, en fait. Non, c'est juste pour vous expliquer que, en fait, mon seul médicament à moi, en fait, c'est de la thérapie personnelle. Ça veut dire, je ferme la bouche et je me tais. C'est le seul moyen que j'ai trouvé en 60 ans d'existence. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de médicament ou quoi que ce soit. C'est comme ça, je dois vivre avec. C'est un peu l'opposé, mais je tenais à vous le dire parce que, voilà, c'est vraiment, ça m'a pris des années de thérapie pour canaliser, si vous voulez, cette énergie intellectuelle. Et je peux vous assurer que c'est vraiment pas facile du tout. Voilà, simplement à vous... Je n'ai pas connaissance d'appareil de neurofeedback qui s'appliquerait à votre cas spécifique. Ah non, absolument pas, mais justement, vu que vous en parlez, je me disais, tiens, c'est intéressant, pourquoi pas, ça c'est tout à fait mon style de parler totalement d'autre chose. Merci. Il y a une autre question ici. Bonjour, c'est juste pour comprendre quels sont les autres acquis sur le malade atteint de la maladie d'Alzheimer. Quels sont les, pardon? Les autres acquis, parce que bon, à part, on a parlé du cigare. Oui. Voilà. Oui, à part cela, est-ce qu'on arrive à trouver autre chose voilà. Alors, les études que je vous présente, elles ont besoin, c'est des études individuelles. Il y a une dizaine d'études, il y a peut-être 4-5 études sur la maladie d'Alzheimer. En science, on a besoin de répliquer les études, de les répéter pour confirmer des résultats. Ici, on a un faisceau d'évidence qui montrerait qu'il y a une efficacité de la stimulation transcrânienne à courant continu dans différentes applications. C'est actuellement pas utilisé comme thérapie pour Alzheimer. Pour les déficits de l'attention, ce n'est pas une thérapie approuvée non plus que le neurofeedback. Il y a quelques hôpitaux qui le permettent. Mais, pour le cas de la maladie d'Alzheimer, spécifiquement pour la stimulation transcrânienne à courant continu, dans cette étude, il montre qu'il y a une augmentation cognitive, donc pas uniquement pour se souvenir des 3 mots, mais sur différents tests cognitifs, et également une amélioration des symptômes dépressifs. Et en fait, s'il y a une application qui est approuvée pour la stimulation transcrânienne à courant continu, c'est pour la dépression. C'est la seule zone. Je reviens sur Alzheimer pour vous demander ceci. Est-ce que, au fond, la stimulation cognitive, je pense à l'expérience avec Sir Mary aux États-Unis, qui a montré que l'activation cognitive avait un effet extrêmement fort concernant Alzheimer, est-ce que les techniques que vous proposez ont plus d'effet? Est-ce que ça a été comparé? À ma connaissance, pas. Ça rejoint un petit peu la question que vous aviez tout à l'heure de par rapport à des thérapies habituelles, quel est le niveau d'effet? De base, il n'y a pas de comparaison qui est faite avec ça. Bonjour. Oui. Moi, je me pose une question, peut-être qu'à long terme, on va pouvoir y répondre, peut-être que ça peut prématurer maintenant. La stimulation de nos cellules neurologiques, est-ce que ça ne pourrait pas entraîner une dégénérescence plus rapide à long terme, si on exagère un petit peu le processus et la mort de la cellule?
j'ai pas d'évidence, de preuves, d'indices à ce sujet. Ces deux stimulations transcrâniennes ont des effets secondaires qui sont extrêmement faibles. À vrai dire, dans la stimulation transcrânienne, le principal effet secondaire, c'est des irritations de la peau et des picotements. C'est assez négligeable. Mais les effets de ces technologies, selon les études, peuvent être très faibles aussi. Combien ces technologies sont efficaces ou est-ce que leur effet est très limité reste à être précisé. Combien il n'y a pas de risques liés à ces technologies. Et actuellement, si on veut les utiliser, il n'y a pas de diagnostic puisque le monde médical ne les utilise pas. Donc, comment fait-on pour en bénéficier? Où doit-on aller? Je propose que... oui, c'est une question qui est adressée à chacun d'entre vous. Donc, les risques, effectivement, sont extrêmement faibles pour l'individu qui reçoit. Après, il y a d'autres échelles à considérer, comme l'échelle de la société, par exemple, dont on pourra discuter un petit peu après. Et actuellement, il y a des produits dont la qualité n'a pas été rigoureusement testée, qui sont en vente libre sur Internet. Il y a quelques cliniques privées qui proposent du neurofeedback pour ADHD, pour les troubles de l'attention, et de la stimulation transcrânienne pour d'autres pathologies, ou pour la méditation, pour les troubles du sommeil. Une transition avec la partie suivante de cette conférence qui va nous amener à discuter un peu ces possibilités. Johan a montré un certain nombre d'exemples de l'utilisation de ces deux grandes catégories de techniques. Je pense que tout le monde a bien compris maintenant, soit de stimulation, soit d'enregistrement d'activités qui, effectivement, peut-être physiologiquement, ne sont pas dangereuses, mais qui peuvent avoir d'autres conséquences. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment se situer par rapport à ces techniques qui, comme l'illustrait cet exemple dans le temps, sont de plus en plus souvent évoquées et qui peuvent, dans certains cas, paraître comme des solutions magiques. Alors, pour aborder le débat et la discussion entre nous, pour reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure, parce que, bon, personnellement, je suis très convaincu que la confrontation des points de vue amène des nouvelles compréhensions, des nouvelles connaissances. Alors, pour amorcer cette discussion et ce débat, on va faire ça façon votation fédérale. Alors, nous allons, et on va le faire parce qu'on est à l'ancienne, on va le faire façon Landsgemeinde. Hein. Donc, on va vous poser une première question. Est-ce que vous êtes pour, donc c'est toujours réducteur, hein, les questions des initiatives et autres. Donc, mais évidemment, l'idée c'est qu'après on puisse discuter à partir de ça entre nous. Est-ce que vous êtes pour l'utilisation médicale des neurotechnologies, hein, c'est ce qui a été, ces différentes technologies qui vous ont été proposées dans leur utilisation médicale. Alors, ceux qui votent oui veulent bien lever la main. Ouais. Bon, je peux tricher parce qu'il n'y a que moi qui vois tout le monde. Ceux qui sont contre, il y en a aussi, nettement moins, mais il y en a aussi. Très bien. Deuxième question, êtes-vous favorable, êtes-vous pour le libre accès aux neurotechnologies d'augmentation cognitive? Alors, qui est favorable? Qui dit oui? Ah, il y en a moins. Hein? Qui dit non? Ah ouais, c'est extrêmement intéressant. Donc on a, j'ai pas compté, hein, mais c'est assez évident la différence. Et on voit ici des réponses tout à fait croisées. Il y a beaucoup plus de oui dans le premier cas et dans le deuxième cas, il y a beaucoup plus de non. Donc, ce qui nous intéresserait maintenant pendant quelques minutes, et puis ensuite de ça, Nadia Eguer pourra faire quelques commentaires sur une approche un peu éthique de ces questions, des réflexions éthiques qui se branchent là-dessus. On aimerait partager avec vous un peu vos réflexions. Donc, on reprend la première question qui vous était posée. Voilà, que vous l'ayez sous les yeux. Voilà, pour l'utilisation médicale. Il y a des personnes, un bon nombre de personnes qui ont dit oui, ce qui serait intéressant, sachant qu'il n'y a pas de bonne réponse, hein, chacun a son point de vue, et il s'agit de voir ça. Qu'est-ce qui vous a incité à dire oui? Quels sont les arguments qui vous paraissent intéressants? Éventuellement oui, mais sous certaines conditions, et on aimerait bien que quelques personnes puissent s'exprimer à ce sujet.
Donc vous êtes pour le oui, on est d'accord, hein? Oui, tout à fait. Allez-y. Et j'étais déjà très surpris de voir qu'il y avait des appareils qui étaient en vente libre. Oui. À partir du moment où on parle de médical, comment on peut laisser dans les mains de n'importe quel profane un appareil qui me paraît quand même important? Je ne connais pas les conséquences s'il était mal utilisé, mais enfin, je suis quand même très surpris. Et c'est pour ça que je suis d'accord pour l'utilisation de neurotechnologie, mais je ne suis pas du tout d'accord pour que ça se fasse chacun à sa façon, avec les risques que je suppose ça pourrait préoccuper. Donc votre réponse est oui avec certaines conditions, sous certaines conditions, et une de ces conditions, c'est en quelque sorte une sorte de contrôle médical. Oui. C'est ça votre point de vue. D'autres personnes qui sont favorables et qui ont répondu à ça, je ne vois pas. Alors moi je dis oui à la première à la première question, mais je dis aussi oui à la seconde en disant si on dit non à la seconde et qu'il faut aller en clinique pour faire un truc qui dure 10 minutes tous les jours, eh ben vous pourrez tous payer 100 balles de plus vos assurances maladie par mois. Donc au moment où vous voulez acheter un appareil de qualité, pas sur Internet qui vient de Chine, et votre docteur de famille peut prendre, photographier en 3D votre cerveau et vous faire un casque qu'on met, un bonnet, avec des couleurs pour ce qu'on veut faire. Moi, je vois venir le coup, vous faites 10 séances à 200 balles, bonjour, voilà quoi. C'est quelque chose qui peut être employé sans tout le temps aller chez le docteur. D'accord. Et à plusieurs personnes dans la famille, en plus. Oui, on peut rentabiliser. Mais remarquez que les Chinois ont l'air experts dans ces techniques, à part ça. Hein. Mais en fait, ce que je voudrais juste souligner, c'est que vous mettez en exergue l'impact sur la société ou l'impact économique. Ce n'est pas simplement le bénéfice individuel ou le bien-être individuel, alors, mais vous mettez ici... Le bénéfice individuel, je le trouve indéniable. Oui, oui. Après, selon comment c'est fait, eh ben, comme je dis, il y a de nouveau, s'il faut aller chez le docteur, puis chez un spécialiste, puis faire sa séance à 200 balles. Je rigole, 200 balles, à moins de 500 balles, il y a plein de tout-bits qui couvrent sa porte. C'est pas bien. Voilà. Ok, merci. Il y a quelqu'un près de vous. Alors, moi, j'ai dit oui à la première question. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'utilisation actuelle dans le cadre de l'Alzheimer ou par exemple de l'hyperactivité chez un enfant me paraît extraordinaire dans le sens où ces personnes sont dans une souffrance extrême et tout l'environnement familial aussi. Donc voilà, après, quelles seront les autres utilisations médicales, j'en sais rien, mais disons en tout cas dans ces deux cas précis, je trouve ça absolument fabuleux. Ici, c'est l'idée que ça soulage des souffrances, c'est ça le critère important. Il y a personne ici. Léo? Ici? Oui. À la première question et oui à la deuxième aussi, parce que très simplement, c'est pas invasif, et puis ça marche ou ça marche pas. Donc au pire, ça fait rien, c'est ça que vous dites. Outre le soulagement des souffrances, je pense que l'utilisation médicale des neurotechnologies peut remettre un peu en question le poids de l'industrie pharmaceutique. Intervention, après on redescendra par là. Si c'est à moi, j'aurais une petite remarque, mais très rapide. Quelqu'un de ma famille, à la suite d'un accident, a dû passer 6 mois valement en rééducation neurologique. Il n'y avait pas de neuropsychologie. Ils ont fait le maximum ce qu'ils pouvaient faire. J'imagine que maintenant, 25 ans après, avec les neurotechnologies, on doit arriver à un résultat supérieur et plus rapide. C'est une question que je pose. Et un AVC, je n'ai pas suivi. Autisme crânien. Il y a des utilisations de ces technologies dans les cadres de récupération après les AVC. Donc c'est à l'étude. Une fois de plus, ce sont des recherches scientifiques. Il y a tout un tas de processus avant que ça arrive dans les hôpitaux. Et on n'en est pas au stade des hôpitaux pour l'instant. C'est des tests qui sont faits dans les hôpitaux. Moi, je suis oui et non.
Mais c'est vrai, comme j'ai des années derrière moi, c'est-à-dire la science, elle est utile pour répondre aux questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Et là, au fond, c'est absolument intéressant de voir quelles sont ces nouvelles technologies. Mais comme vous l'avez bien montré, ça nécessite des paliers scientifiques pour pouvoir prouver les bonnes indications, l'efficacité, les contre-indications, etc. Ça, c'est absolument important. Maintenant, c'est vrai que du côté médical, avant, par exemple, de mettre sur pied le remboursement de prestations à charge d'assurance maladie, il y a quand même les 3 principes qui sont fondamentaux. La première, c'est qu'il faut prouver l'efficacité du produit en question. La deuxième, il faut prouver qu'au fond, c'est adéquat. Hein, c'est vraiment ça que l'on veut. Ça veut dire que ça permet de traiter, par exemple, ces troubles de l'attention. Donc, c'est bien démontré. Et puis, il y a le 3e principe qui est aussi fondamental. Ça veut dire c'est celui de l'économicité. Alors, au fond, c'est aussi comme garantie pour la société de savoir que si elle va dépenser des sous, ben, ce soit des sous qui sont dépensés à bon escient. Maintenant, si tout ça a été fait, c'est en grande partie aussi pour lutter contre ce qu'on pourrait appeler le charlatanisme. Et si on voit sur Internet des propositions absolument mirobolantes, ben, il n'y a pas besoin de faire un grand dessin, de savoir ce qui les intéresse. Vous savez aussi bien que moi ce que c'est. Merci. On parle beaucoup d'électricité. Moi, j'aimerais savoir le voltage de ces appareils. Le premier appareil, donc le voltage n'a aucune importance puisqu'on enregistre juste l'activité électrique. Sur le second, c'est des courants qui sont très très faibles. C'est 1 milliampère, 2 milliampères. Oui, c'est ça, 2 milliampères. Merci. Citer une nouvelle centrale nucléaire, c'est ça? Non, c'est des piles en fait. Hein. C'est des piles, voilà. Mais bon, ok, on a surtout... Oui. Oui, je pense qu'il est important d'avoir le point de vue des l'éthiciennes sur la question, parce qu'on a parlé de 3 principes tout à l'heure, mais le consentement, ça va être le 4e principe, je pense. Et la parole. On passe au 2e. Oui. Alors, on a plutôt entendu les personnes qui étaient plutôt favorables sous certaines conditions et qui ont indiqué certaines raisons. Pour le 2e objet de la votation, il y avait plus de non. Est-ce que peut-être juste 2-3 personnes pourraient nous dire en fait ce qui les freine, ce qui les retient, quels obstacles ils voient à ça, quels risques? Et puis on passera après la parole à notre éthicienne préférée. Bon, j'ai dit oui la première et non la deuxième, évidemment, pour moi. Hein. Et je me pose la question si c'est mal placé. Par exemple, on le place à un côté qui provoque plus d'agressivité. On n'a aucune preuve que ça continue, que la personne puisse être beaucoup plus agressive ou moins agressive. On n'a aucune preuve. Donc, je trouve que c'est dangereux, à quelque part, parce qu'il n'y a pas assez des études, à mon avis. Ce qui vous retient, c'est les risques de mauvaise utilisation, hein, voilà, si je comprends exactement. bien. Merci. Un autre obstacle ou un autre élément qui justifie... Voilà, là-haut. Le développement qui nous a été proposé est magnifique. C'est enthousiasmant, il faut continuer la recherche. La grande crainte que j'ai pour l'instant, c'est que ça crée de la désillusion dans la mesure où on n'a pas d'application pratique solide. Et il ne faudrait pas, de reste on voit les charlatans qui se mettent déjà sur Internet, il ne faudrait pas créer des illusions. Et de toute façon, tout le monde aurait énormément de peine par la suite à accepter une technologie qui éventuellement pourrait ne pas marcher. C'est la raison pour laquelle vous avez d'entrée dit, il y a le côté technique, scientifique et le côté médical. Et là, je crois qu'il faut faire une bonne distinction entre les deux pour ne pas créer de la désillusion, de faux espoirs. Il y a des gens qui sont dans des situations affreuses et vous allez leur donner un espoir illusoire. Enfin, vous pouvez risquer de leur donner un espoir illusoire. Merci. Donc, ça voudrait dire vraiment qu'il faut bien distinguer l'application et la recherche. La recherche est magnifique. Merci. Splendide. Un dernier avis sur cet aspect? J'ai voté non aussi pour la deuxième question, parce que je crois qu'on doit se demander nos valeurs d'un individu. Est-ce que c'est simplement le savoir d'augmentation de cognitif ou c'est vraiment
de soutenir le savoir-être, savoir-entendre, savoir-faire, etc. Je crois que c'est assez dangereux de viser seulement sur le cognitif. Vous soulignez ici un point qui est, dans le fond, quand on parle d'apprentissage, les exemples qui sont donnés ici, c'est plus de l'ordre de la mémorisation, enfin ce qui a été évoqué. Or, en fait, on sait bien que l'apprentissage, ça va au-delà de la mémorisation, c'est éventuellement changer ses grilles de lecture, etc. Et donc, voilà, c'est une façon de relativiser les choses. Je vous remercie beaucoup pour vos contributions, vos interventions, et comme promis, je laisse la parole à Nadia pour faire quelques commentaires de son point de vue d'éthicienne. Voilà, merci. Alors, j'ai pris quelques notes dans la discussion d'où voilà, l'ordinateur sous les yeux pour essayer de construire aussi un peu mon propos. Tout d'abord, merci Johan, c'était vraiment une conférence très intéressante et on l'a vu, les enjeux sont très grands. On a pu en débattre, vous avez pu soulever quelques enjeux auxquels j'avais pensé aussi avant et qu'on va reprendre aussi maintenant. Donc je vais vous proposer une petite synthèse de nos discussions et soulever quelques enjeux qui sont soulevés par ce champ de recherche qui, on l'a vu, est en constante évolution et au développement, on peut le dire, je crois, assez fulgurant. Peut-être un petit rappel pour être utile. Donc les technologies du cerveau peuvent avoir un impact sur la mémoire de la personne, son attention, sa capacité à se concentrer, sur son humeur, sur ses émotions et également sur ses capacités physiques. Elles sont ou peuvent être potentiellement utilisées dans plusieurs champs. Elles permettent d'améliorer le fonctionnement de notre cerveau dans un usage professionnel, académique ou récréatif. Elles sont également utilisées dans le champ thérapeutique, dans le cas d'une maladie neurologique ou de troubles de la concentration, par exemple. Elles se déploient donc dans un champ très vaste et surtout inter- et multidisciplinaire. Ce constat est fondamental car il aura évidemment un impact sur les enjeux éthiques que nous pouvons soulever. Et chacune des neurotechnologies particulières, mais également chaque utilisation, qu'elle soit professionnelle, éducative ou récréative, posera des enjeux éthiques spécifiques. En fonction également de son utilisatrice ou de son utilisateur, est-ce une patiente, un patient, une personne vulnérable, une personne atteinte de démence, un enfant, une étudiante. Avant de soulever quelques-uns de ces enjeux, j'aimerais souligner ici l'intérêt de l'éthique pour les neurosciences. De manière générale, il est vrai que l'éthique s'intéresse depuis très longtemps au développement des nouvelles technologies et de leur impact sur la personne et la société. C'est la bioéthique. Elle a été développée principalement dans le champ de la médecine, ainsi que de la recherche et de l'expérimentation sur l'être humain. La bioéthique s'intéresse notamment aux champs comme la procréation médicalement assistée. Doit-on permettre à un couple, à une femme, d'avoir un enfant malgré une infertilité biologique ou sociale? Et comment régule-t-on l'accès à ces technologies? La transplantation d'organes, par exemple. Comment régule-t-on l'accès aux organes dans un contexte de pénurie? Qui peut avoir accès? La fin de vie également. Peut-on choisir sa propre mort? Faut-il utiliser tout notre arsenal technologique pour prolonger la vie à tout prix? Dans ce contexte, il est évident que l'éthique allait s'intéresser aux neurotechnologies. Mais contrairement aux exemples mentionnés plus haut, c'est uniquement dans ce champ-là, dans le champ des neurosciences, qu'une branche particulière de l'éthique s'est développée, la neuroéthique. La neuroéthique se divise en deux grands chapitres. Le premier chapitre de cette éthique est celui des neurosciences de l'éthique et de la moralité. Cette éthique concerne l'étude des mécanismes cognitifs et des bases neurales de la moralité et de l'éthique. On pense à des concepts comme le libre arbitre, l'autonomie, la personnalité. Le deuxième champ est celui de l'éthique des neurosciences. Il concerne les questions éthiques sous-tendues par les recherches en neurosciences. Elles s'intéressent à leur utilisation et aux technologies mobilisées pour étudier la cognition, les émotions et les actions. C'est une neuroéthique appliquée. Je m'intéresserai ici surtout à cette deuxième éthique, à l'éthique des neurosciences.
Mais il est évident qu'il pourrait être intéressant pour l'éthicienne que je suis de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans le questionnement ou la justification éthique. Quel serait l'impact de ces connaissances sur l'enseignement de l'éthique, par exemple? Une personne ici l'a mentionné. Au même titre que l'on améliore la concentration par neurostimulation, pourrait-on, par exemple, stimuler l'empathie chez une personne ou stimuler un comportement bienfaisant? Et plus effrayant peut-être, pourrait-on stimuler un comportement malfaisant? Faire tomber les barrières morales et éthiques qu'une personne a pu se forger ou que son éducation ou sa culture ont pu lui offrir. Mais revenons-en à l'éthique des neurosciences. Pour cette synthèse, je m'intéresserai donc avant tout à cette deuxième éthique et aux enjeux que le développement et l'utilisation de ces neurotechnologies soulèvent. En particulier, j'aimerais souligner 3 enjeux qui ont été tous soulevés lors de la discussion. Le premier enjeu concerne celui du risque. Et la question a été posée de savoir si ces technologies avaient été testées sur des animaux. La réponse était assez claire, elle était de dire que la technique n'était pas invasive. Donc, il n'y a pas besoin de passer par l'expérimentation animale. Et c'est vrai. L'éthique de la recherche, dans ce cas-là, n'exige pas un passage par l'expérimentation animale. En revanche, la question de savoir comment nous réagissons si nous passons des heures et des heures à nous stimuler, à nous auto-stimuler, n'a pas encore été suffisamment étudiée. Dans un contexte médical, nous pouvons partir du principe que l'utilisation est ou sera contrôlée et régulée. Mais dans un contexte privé, récréatif ou professionnel, du point de vue de notre intégrité corporelle, quels pourraient être les risques sur notre santé d'une telle stimulation? D'un point de vue émotionnel, ces techniques peuvent également amener un certain nombre de risques. Comment une ou un employé peut-elle ou peut-il gérer les pressions de performance amenées par ces technologies, par le monde professionnel plus général ou par son employeur? Ou voir même comment résister aux pressions que l'on s'imposerait à soi-même. Un deuxième aspect concerne celui de l'accès. Comme pour d'autres technologies, et je l'ai mentionné avec la procréation médicalement assistée ou la transplantation, la question de l'accès est fondamentale. La question de l'accès est aussi liée au coût. Quel sera le coût de cette technologie? Le coût est-il pris en charge par l'assurance maladie dans le cadre médical, par exemple? Et dans le cadre privé ou professionnel, est-ce uniquement la loi du marché et de la demande qui posera le coût de cette technologie? Suivant les réponses que l'on donne à ces questions, l'accès sera, et c'est clair, socio-économiquement différencié. Le risque, que l'on peut lire dans la littérature, est celui de voir se créer une société à 2 vitesses. Un peu schématiquement, entre d'un côté celles et ceux qui ont accès à ces technologies et qui seront améliorés, qui seront performants, et celles et ceux qui n'auront pas accès à ces technologies et dont les performances ne seront évidemment pas améliorées, et toutes les conséquences qui s'en suivent sur le marché de l'emploi, dans l'éducation, par exemple. Un troisième aspect qui a été soulevé est celui du consentement et de la question de l'autonomie. Nous avons pu voir que ces technologies étaient utilisées avec des enfants, des personnes atteintes d'Alzheimer, des étudiants. La promesse d'augmenter les capacités cérébrales est séduisante. Comment dire non à de telles promesses, surtout lorsque ces techniques ne sont pas invasives? Je ne vous cacherai pas qu'en préparant l'intervention, je me suis dit à un moment donné, si j'avais pu faire une séance de neurostimulation de 10 minutes avant de venir, ma contribution aurait sans doute été meilleure. Pourtant, la question du consentement est particulièrement forte quand ce sont les parents, par exemple, qui doivent choisir pour les enfants. Faut-il réguler l'accès, limiter l'utilisation de ces technologies dans le temps, comme on le fait avec les écrans, par exemple? Ou faut-il au contraire laisser ces questions à l'appréciation parentale? On fait parfois une analogie avec le café. Un parent donnerait-il des graines de café à son enfant pour le stimuler,
A priori, rien n'empêcherait un parent de le faire, mais c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le faire en pensant au bien-être de son enfant. Mais ici, la question est laissée à l'appréciation parentale. Et pour vous et pour moi, quelle est la valeur du consentement? Si nous pouvons améliorer et booster nos capacités, notre consentement a-t-il la même valeur lorsque nous avons été améliorés ou boostés? Ces technologies posent aussi la question de l'anthropologie de la personne. Quelle représentation avons-nous de la personne? Une analyse éthique de ces technologies montre qu'elles exigent de notre part une prise de conscience et une responsabilité forte. Pour pouvoir donner notre consentement, nous devons pouvoir comprendre le fonctionnement, leur utilisation, les risques que nous prenons. La responsabilité semble être avant tout individuelle. Souhaitons-nous utiliser ces technologies? Avons-nous les informations en main pour prendre ces décisions? Vous avez pu répondre aux questions par un oui très clair dans un cadre médical et un non très clair également dans un cadre privé. Il me semble toutefois absolument nécessaire de prendre un peu de recul et de poser la question de l'utilisation de ces technologies, non pas seulement en termes de responsabilité et de choix individuels, mais bien de responsabilité et de choix social et politique. C'est une question un peu large, mais dans quelle société souhaitons-nous vivre? Quelle éducation souhaitons-nous donner à nos enfants? Souhaitons-nous faciliter leur apprentissage par stimulation? Souhaitons-nous nous améliorer, booster nos capacités cérébrales? Mais pourquoi faire? Quel est le coût en termes de durabilité? La question a été posée. On nous a répondu, la technique n'est absolument pas coûteuse. Mais si on fait un pas de plus et que les données sont conservées, par exemple, imaginez une utilisation commerciale qui conserve toutes ces données. À ce moment-là, ces technologies auraient un coût très élevé. Les questions éthiques sont vastes et n'ont pour la plupart pas de réponse. L'éthique peut donner des pistes de réflexion. Il me semble toutefois absolument nécessaire de poser les questions dans un débat public et participatif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nadia, pour ce contrepoint éthique que nous avions souhaité et tout à fait bienvenue. Vous n'avez jamais été si près de l'apéro. Mais avant ça, j'aimerais vraiment remercier tout d'abord l'équipe de Montbenon qui nous accueille ici avec beaucoup d'efficacité, de gentillesse et qui nous soutient malgré toutes nos particularités et besoins techniques. Un grand merci à l'équipe ici et à la ville de Lausanne qui nous accueille aussi dans cette salle pour cette conférence d'ouverture. Évidemment, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'être venus, d'avoir contribué par vos réflexions et vos réponses à la discussion. Évidemment, j'aimerais remercier les organisatrices et les organisateurs de cette conférence, tous les bénévoles, l'équipe du secrétariat général, c'est beaucoup de travail. Et donc, merci à toutes et tous pour ça. Et évidemment, naturellement, j'aimerais dire un grand merci à Johan et Nadia pour leur présentation et qu'on peut chaleureusement applaudir. Bravo.